La vidéo que vous allez voir, je l'ai enregistrée il y a environ une semaine. J'ai préféré attendre un petit peu avant de la diffuser pour voir si de nouveaux éléments se rajoutaient qui allaient éventuellement faire changer mon opinion sur le sujet de la suite de GPT-O1. Bon, je ne change rien à la vidéo, donc vous allez la voir telle quelle. Entre-temps, il y a eu une vague de départ chez OpenAI qui font partie de l'opacité de toute cette affaire et des difficultés de l'évaluer, mais ça ne change pas l'analyse qui va suivre. Donc juste un avant-propos, je vais juste commenter cette vague de départ qui s'est produite au moment où OpenAI est devenue une société qui recherche le profit, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Et il y a un an, Sam Altman avait juré le cœur sur la main que non, il faisait ça, il ne faisait pas ça pour le profit. Bon là, il vient de toucher un gros pactole. Et mon opinion personnelle, évidemment, je ne suis pas dans la tête de Sam Altman, c'est que quand il dit que OpenAI va permettre, que l'intelligence artificielle générale ou la superintelligence va permettre de créer des sociétés unipersonnelles de plusieurs milliards, voire centaines ou milliers de milliards de dollars de valorisation, je pense qu'il pense à lui. Je pense qu'il se dit que ça ne sera pas pour tout le monde. Évidemment, il évite de le dire, et qu'il ne sera peut-être pas le seul, mais qu'il sera le premier, justement grâce à la superintelligence dont il aura finalement la maîtrise, puisque petit à petit, en fait, il évince, ou les gens partent pour leurs raisons propres, pour monter leur propre société, mais bref, le résultat est là, il évince tout le monde. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement manipulateur, intelligent, qui n'hésite pas à mentir, hein, que je n'apprécie guère, pour tout dire. Donc j'ai peut-être un petit biais, mais que j'ai mis de côté dans mon analyse, où finalement, sans renier ce que j'ai dit dans l'analyse précédente sur GPT-O1, je vais réévaluer par contre les probabilités bayésiennes que j'attribue à l'éclatement de la bulle des IA, qui existe selon moi. Hein. Mais je pense que je me suis trompé dans mon évaluation, vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans mes recherches, j'ai lu des dizaines de papiers et vu plein de vidéos sur GPT-O1 suite à ma première vidéo. J'ai découvert quelque chose, un papier paumé sur le site, un papier de recherche perdu sur le site d'OpenIA qui explique la suite. Et dont je vais vous parler, bien évidemment, vous allez comprendre, c'est pas extrêmement compliqué de comprendre les principes qui sont derrière. Quelle est la suite? Qu'est-ce qui vient après GPT-O1? Et donc, effectivement, même s'il y a une bulle, elle n'est pas prête de se dégonfler, et c'est, je pense, toute la stratégie de Sam Altman, de ne pas dégonfler, d'entretenir cette bulle autant qu'il pourra pour arriver jusqu'à la superintelligence, si possible. Donc voilà. Le propos de cette vidéo, je le conserve tel quel. Les nouvelles informations qui sont arrivées entre-temps, tout ce que j'ai lu entre-temps de plus n'a pas changé mon opinion. Et avant de démarrer, je fais juste très rapidement un tout petit aparté, enfin deux petits apartés. Le premier, Dana White, donc le président de l'UFC, la plus grosse organisation de MMA de la planète, vient d'annoncer, et je trouve que c'est pas du tout anodin, il y avait un problème dans les jugements, je ne vais pas rentrer dans les détails, bon, moi je suis un passionné de MMA, je le pratique et je l'enseigne, mais il y a un problème dans les classements des athlètes, qui est très connu, il en parle depuis très longtemps. Et donc là, il vient de dire qu'il allait régler la question, parce que c'est fait par des humains, en élaborant ce classement grâce à des IA. Et je trouve qu'on est dans la situation où des gens vont perdre leur boulot et se faire remplacer par des IA. Bon, ça, ils ne vont pas être les seuls à qui ça va arriver. Mais c'est surtout le côté, les IA sont impartiales. Une fois qu'on leur a appris ce qu'on voulait leur apprendre, il n'y a plus tous les biais qu'ont les humains. Et ça, je pense que ça va débouler dans beaucoup de domaines, aussi éloigné des IA que le combat dans un octagone. Voilà pour la petite news. Ensuite, je vais répondre à certaines critiques qui m'ont été adressées dans la vidéo précédente sur le fait que je mentionnais la théorie de la conscience quantique, en me disant le consensus ne va pas dans ce sens. Oui, bon, merci Jean Évident, je suis au courant. J'ai écrit un livre sur la question de la conscience quantique, qui démarre précisément en disant « Ce sujet est à l'inverse du consensus aujourd'hui sur la conscience et sur la mécanique quantique. » Et c'est pire que ça, c'est un sujet qui est ridiculisé. Et c'est pire que ça, c'est un sujet qui est ridiculisé avec raison. Donc je fais mienne toutes ces critiques. Avant d'écrire mon livre, je pensais exactement comme vous, comme ceux qui critiquent cette théorie. Donc j'ai aucun souci là-dessus. J'ai même le premier chapitre de mon livre, c'est justement pour dire « Bah oui, je suis au courant que ce sujet a été disqualifié, notamment parce qu'il y a tout un tas d'auteurs comme Deepak Chopra qui ont récupéré ça pour faire
de la sauce New Age, mystique, pseudo-mystique, pour se donner un vernis de science. Donc oui, je sais bien ce qu'il en est. Et évidemment, les gens qui n'ont pas lu mon bouquin, qui est bien entendu critiquable, mais ne savent pas, en tout cas, le sérieux que j'ai essayé de lui donner. Je me suis basé, toute la première partie du livre, c'est vraiment une enquête scientifique, donc je ne prétends pas être ce que je ne suis pas un chercheur, donc plus modestement, je vais parler d'enquête scientifique. Je sais que dans les références que je donne, les références scientifiques, toutes ne sont pas de la plus grande qualité. Je sais que les publications scientifiques, il y a de tout, il y a à boire et à manger là-dedans, mais bon, en attendant, j'ai quand même fait le job. Je me suis intéressé très sérieusement à la question. Et je vous garantis que si vous faites ce travail, de creuser sans a priori la question, c'est-à-dire de dépasser la page Wikipédia qui dit que cette théorie, c'est du bullshit, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de monde, et en plus, je précise qu'en France, il n'y a rien. Ces travaux-là sont complètement inconnus, mais il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à des théories quantiques de la conscience. Donc là, je vous montre un papier, justement, un papier une publication, qui répertorie toutes les théories quantiques de la conscience. Et vous voyez, il y en a un paquet, et il y en a autant que les autres théories. Et ça ne s'arrête pas que là. Il y a toutes sortes de travaux sur la cognition quantique. Donc la cognition, ce n'est pas la conscience, c'est autre chose, mais qui corrobore cette approche, qui ne se limite pas non plus à la proposition de Roger Penrose. Donc voilà, je sais que je ne vais pas convaincre les gens, je ne suis pas là pour ça. Mon travail vise à participer au changement de paradigme, si tant est que j'ai eu raison, évidemment. Ça, c'est le temps qui dira, je n'en sais rien. Moi, c'est ce que je propose, c'est une théorie. Même pas, c'est un postulat, quoi. J'essaie de voir est-ce que ce postulat est complètement inepte ou pas. Donc, selon mes recherches, il ne l'est pas. D'autant plus que, depuis la publication du livre, on sait qu'il y a très probablement, en tout cas, il y a de plus en plus de recherches qui vont dans ce sens-là, de la superradiance dans le cerveau et donc de l'intrication au niveau macro, ce qui n'est pas censé être possible selon la théorie. Et je précise bien, ce n'est qu'une théorie de la décohérence. Donc je suis au courant de tout ça. Donc voilà, si la question vous intéresse, je vais vous le mettre en commentaire. Il y a toute la bibliographie que j'ai utilisée pour écrire Cantalia, toutes ces recherches scientifiques qui sont à l'appui de mes dires et qui sont derrière. Donc la plupart des gens qui critiquent mon argument de la conscience quantique, et c'est tout à fait critiquable, c'est pas la question, mais le problème c'est que je vois bien dans les réponses que ce sont des gens qui ne connaissent pas le sujet. Donc voilà, je voulais répondre à ça. Vous en faites ce que vous voulez. De toute manière, je sais très bien ce qu'il est en France. Je ne m'attends à rien, pour tout dire. Donc j'ai traduit le livre et pour moi, c'est en anglais que ça va se passer. Donc je m'en fiche un peu des réponses que j'ai à ce sujet sur les gens. Mais bon, si ça intéresse certaines personnes, voilà. J'ai quand même essayé de faire un travail sérieux. D'ailleurs, la théorie de Penrose, elle est là. Orchestrated Objective Reduction. Bon, extrêmement controversé, voilà ce que dit Wikipédia, ce qui n'est pas faux, hein. Il y a des raisons pour lesquelles c'est controversé, mais juste pour dire, donc elle est mentionnée ici. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo qui va suivre. Je pense vraiment que ça va vous éclairer sur la suite des IA, donc en tout cas de ce que va tenter Sam Altman. Ce qui va se passer, évidemment, je n'en sais rien, c'est un domaine extrêmement difficile à décoder. Il y a des intérêts géopolitiques qui se greffent dessus, donc je ne vais pas prétendre avoir de certitude, mais au moins vous aurez les éléments pour vous faire votre propre idée. Lors de l'épisode précédent, je vous avais dit que selon moi, la sortie de O1 ne changeait pas grand-chose à la bulle des IA et j'avais révisé mon évaluation sur la probabilité qu'il y ait un hiver des IA. Elle était passée de 70% à 60%. Bon, eh ben, je pense que je me suis trompé. Je ne vais pas le dire autrement. Donc maintenant, mon évaluation de l'hiver des IA, je la situerai plutôt autour de 20 à 30%. Pour autant, paradoxalement, je n'ai pas changé mon analyse. J'estime qu'il y a une tension entre le service réel que rendent les IA et la puissance de calcul nécessaire derrière, qui croît de manière exponentielle alors que leur utilité ne croît que de manière linéaire. Mais je me suis trompé parce que je pense que j'ai mal évalué les enjeux, j'ai perdu de vue un facteur très important, qui est la compétition. Et d'autre part, même si on n'est que 2 semaines après la sortie de O1, on a déjà plus de recul sur beaucoup de choses. J'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur O1. Vous voyez, presque, ils n'y sont pas tous, il y a une grosse soixantaine de liens. Et je suis tombé sur des informations extrêmement intéressantes, notamment sur ce qui va suivre O1. Et là, je vais vous expliquer, je suis tombé sur un papier d'OpenAI qui dévoile la suite, ce qu'ils appellent le niveau 3.
À partir de là, ma conclusion est assez simple. Oui, il y a une bulle des IA. Ça me paraît indéniable. Oui, il y a une hype savamment entretenue, notamment par OpenAI et Sam Altman. Oui, il y a une problématique de ressources computationnelles, de capacité de calcul derrière, mais pourtant, dans un avenir immédiat, la bulle ne va pas exploser. Disons que pour l'instant, elle va continuer à croître. Peut-être qu'elle finira par exploser, par dégonfler ou par remplir ses promesses. Ça va être une question de timing, tout ça. Et évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne suis pas en train de prédire l'avenir. Mais je vais vous donner les éléments de compréhension fondamentaux sur l'avenir immédiat dans les prochaines années des IA. Bon, d'abord, on a eu quelques retours sur O1 et ses capacités. Et évidemment, il y a des tests sur lesquels elle surperforme, elle explose la concurrence. Donc c'est ce qui permet à Sam Altman d'entretenir l'effet hype. Mais aussi, il y a pas mal de retours beaucoup plus mitigés. Donc là, c'est quelqu'un qui a fait passer le test de la Mensa à O1 et il serait aux alentours de 120 de QI. Bon, ce ne sont pas des évaluations universitaires, c'est des choses qui sont faites un peu comme ça par des internautes. Mais ceci dit, je pense que c'est quand même assez révélateur. Mais en soi, ces tests-là, en fait, les benchmarks sont de moins en moins utilisés car ils sont peu fiables. Par contre, on a des retours d'utilisation qui sont, je trouve, beaucoup plus révélateurs. Par exemple, ici, on a un professeur de médecine qui explique qu'il a fait bosser O1 sur un projet de traitement de cancer et il a été vraiment bluffé par le résultat. Il dit que O1 a fait en quelques minutes le travail qui lui aurait pris plusieurs jours et qu'en plus, il aurait probablement loupé certains points importants. Je vous montre cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Des chercheurs, notamment, qui expliquent à quel point O1 a fait un travail remarquable. Bon, ça ne se résume pas à ça. Il y a Terence Tao, qui est réputé pour être l'homme avec le plus haut QI de la planète, qui est un mathématicien. Bon, il a fait une évaluation plutôt positive, mais pas non plus, il n'était pas non plus hyper impressionné par O1. Il le classait au niveau d'un doctorant médiocre. Mais en tout cas, ça c'est important, parce que je vous disais, avoir un peu, en termes de fiabilité et de capacité de raisonnement, ce qu'il était capable de fournir. Visiblement, il rend certains services, en tout cas à certaines personnes. Donc là, des recherches que j'ai faites, ce qui ressort clairement, c'est qu'il peut rendre des services dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la loi, éventuellement dans le domaine des entreprises. Alors, on ne va pas passer en revue toutes les news, bien que vraiment tout est intéressant dans ce que j'ai lu. Mais à cause de ça, à cause des services qu'il peut rendre, O1 va être utilisé pour rester dans la compétition. Compétition scientifique, compétition économique. Après, pour les lois, je ne sais pas comment ça se passera, mais en tout cas, cet aspect-là va faire qu'il y aura de la demande. Donc ça, je vous disais, c'est le gros facteur que j'ai négligé dans mon analyse précédente, la compétition. Un autre indice qu'on n'est pas à la fin de la hype, c'est Ilya Sutskever, qui a fondé, en quittant OpenAI, son entreprise, Safe Super Intelligence, et qui a dit dans un tweet « Montagne identifiée, il est temps de démarrer l'ascension » et il a levé 1 milliard de financement et son entreprise est déjà valorisée à 5 milliards. Donc ça aussi, en tout cas, il y a des gens qui croient que c'est pas du tout la fin des IA. Enfin, moi, je ne crois pas non plus à la fin des IA. Quand je parle d'hiver des IA, c'est le temps que les capacités de calcul suivent derrière. Hein. Un autre indice, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais que j'ai noté, donc on va surtout voir les indices verts et rouges que j'ai notés. On commence par les verts, tout ce qui est positif. Apparemment, quelqu'un a fait une expérience, il a demandé à O1 d'investir pour lui et il a fait des très bons scores. Bien mieux que ce que faisait GPT-4, par exemple, ou même de simples indices. Donc ça, si c'est confirmé, cette histoire, ça pourrait être énorme. Si les financiers, là, seraient prêts à dépenser des fortunes pour l'utiliser, s'il est meilleur que les humains dans ce job-là. Et autre news qui va dans le même sens que je vous disais, Sam Altman est en train de négocier avec l'État américain en leur faisant miroiter que ne pas financer les data centers gigantesques qui seront nécessaires pour les IA, ce serait prendre un risque très important vis-à-vis de la Chine, qui est un acteur majeur dans ce domaine-là. Donc là, on parle de puissance de calcul gigantesque, de réouvrir la centrale nucléaire de 3 Miles Island pour alimenter un nouveau data center. Là.
C'est juste incroyable ça, cette news-là. Et Microsoft qui serait derrière. Bon, il y a des enjeux géostratégiques, hein, en fait, tout simplement, qui sont derrière l'IA. Donc tout ça fait que c'est peu probable qu'on s'arrête là, d'autant plus que, je vais vous l'expliquer après, O1 n'est qu'un prélude, il y a autre chose qui arrive derrière. Et c'est le sujet, évidemment, de cette vidéo, le niveau 3. Mais avant d'y arriver, je fais un petit point aussi sur les difficultés. Donc vous vous souvenez, Sam Altman avait parlé de 7000 milliards d'investissements pour les futures IA. Il voulait construire un centre de calcul. Et je pense qu'il n'a pas lancé ce chiffre au hasard, et c'est bien parce que c'est aujourd'hui le facteur limitant qui va empêcher, probablement, vous allez comprendre après, hein, quand je vais vous expliquer le niveau 3, mais qui va empêcher le niveau 4 et 5. C'est là que ça va se jouer, donc il est déjà en train de se positionner là-dessus. Mais aussi, chose importante, on a découvert que OpenAI était probablement en train de perdre 5 milliards en 2024. Donc en fait, O1 a coûté un bras à être entraîné, et en plus, il est donné quasiment gratuitement à l'utilisation. C'est limité, O1 mini, il est limité à 50 messages par jour, et O1, alors ça change, mais O1 Preview est limité à 50 messages par semaine. Ça vous donne une idée un peu du coût qu'il y a derrière, mais je pense que même ça, c'est fait à perte. Pourquoi c'est fait à perte? Parce qu'il s'agit, encore une fois, hein, d'entretenir la hype pour le moment, pour obtenir les financements pour passer au niveau suivant. C'est un jeu dangereux, tout ça. Il peut s'arrêter à tout moment, quelque part, mais donc, comme je vous l'ai dit, je pense que ça ne sera pas le cas dans l'immédiat à cause des enjeux géostratégiques. On va y revenir. Alors là, ça, c'est pour moi l'une des informations les plus importantes de cette vidéo. Il y a une énorme limitation à O1. Donc pour l'instant, il y a des gens à qui il a rendu des services, pas de souci, et je ne suis pas du tout en train de le nier. Mais en fait, il se trouve que O1 n'est pas vraiment, comment dire, compatible. En tout cas, il a des problèmes avec le RAG. Le RAG, Retrieval Augmented Generation, c'est un système qui permet de limiter les hallucinations des IA en lui donnant des documents de référence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que O1, si vous lui mettez en plus de ses données propres des documents externes, en fait, ça complique énormément ses raisonnements. En gros, il se perd en réflexion et il devient beaucoup moins efficace. Donc ça, c'est hyper important parce que aujourd'hui, le RAG est quasiment indispensable. Et là, avec O1, ils sont en train de vous dire, enfin, ils vous le disent pas, mais que ça va plus marcher. Donc oui, il va rendre des services, mais ça va être sur ce qu'il connaît déjà. Ce qui signifie que si vous voulez l'entraîner sur un domaine spécifique sur lequel il n'a pas d'informations, vous allez être obligé de passer probablement par du fine-tuning qui coûte extrêmement cher. Donc là, je ne sais pas trop comment ils vont résoudre cette équation. Peut-être qu'on va trouver des solutions, mais ça, c'est une énorme limitation. Et l'autre gros souci, c'est ce qu'on appelle le data crunch. Il y a Sabine Ossenfelder qui a fait une vidéo là-dessus, très intéressante. Mais sinon, en fait, au départ, les IA ont été nourries en aspirant le web. Et ça, c'est pas très compliqué. Ça coûte pas si cher que ça. Il y a du volume, certes, mais les données sont disponibles gratuitement et en volume massif. Maintenant, il se passe deux phénomènes. D'une part, de plus en plus de sites se ferment au scrapping et bloquent les bots qui scannent le net, qui viennent des IA. Et ils demandent des royalties pour accéder à leur site. Ce qui signifie qu'il y a moins de données auxquelles on peut accéder, et en plus, évidemment, ce sont les données de qualité qui sont fermées. D'autre part, maintenant, les modèles font de plus en plus appel à des données synthétiques. Alors, ça pose des problèmes à long terme sur l'entraînement des IA qui ont tendance à se ratatiner, mais d'autre part, ça coûte beaucoup plus cher de générer ces données et de les vérifier. Donc pour l'instant, voilà un peu les gros facteurs, les forces, si vous voulez, plutôt, qui s'affrontent. D'un côté, la compétition, une utilité réelle, visiblement, d'O1, et de l'autre côté, un coût d'entraînement et d'utilisation de plus en plus élevé, et une utilité de plus en plus restreinte. Parce que oui, j'ai joué un peu avec O1, et en fait, comme beaucoup, je me suis retrouvé face à un dilemme, c'est-à-dire que les réponses mettent plus longtemps à arriver, mais il faut avoir des questions qui nécessitent l'usage de raisonnement derrière pour que ce soit intéressant. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. D'autre part, il y a des rumeurs qui disent que la version 1, donc pas la preview de O1, de GPT-O1, pourrait coûter jusqu'à 2000 € par mois. Et ça, je ne suis pas du tout étonné, parce que comme je vous le disais, le coût derrière est immense, et en plus, c'est pas un outil qui va être utilisé par les masses, je pense. Il faut vraiment avoir l'usage de raisonnement, et si vous regardez bien dans la vie de tous les jours, on n'a pas souvent besoin de se poser et de raisonner profondément sur un sujet. Et même là, il faut savoir poser la question à O1,
ce qui n'est pas si évident que ça. Donc pour les chercheurs, pas de souci, ça va servir. Pour les entreprises, les grosses entreprises, ça va servir. Donc c'est pour ça que je pense que le coût va beaucoup augmenter, le prix, pardon, va beaucoup augmenter à l'usage et sera réservé à des acteurs assez gros. Bon, on verra bien. C'était un petit peu long, mais c'était un prélude nécessaire pour en arriver à ce fameux niveau 3. Donc Sam Altman confirme lui-même que les agents de niveau 3 arrivent bientôt. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc je suis allé creuser un peu. Et Sam Altman explique bien que que les IA de niveau 2 permettent l'arrivée des agents de niveau 3 assez rapidement derrière. Hein. Ça, c'est important. Donc ça veut dire, au 1, ça va durer, c'est pour entretenir le hype pendant 6 mois, 1 an, je pense, quelque chose comme ça. Et le niveau 3 va arriver rapidement derrière. Vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est ce niveau 3, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, la définition officielle, alors les histoires de niveau d'AGI, il y a plusieurs définitions. Je vous en montre une autre, mais vite fait, comme ça, c'est juste pour info. Les chercheurs ont défini des niveaux d'intelligence artificielle comme émergents, compétents, experts, virtuoses et superhumains. Bon, c'est pas mal, moi j'aime bien cette définition-là, mais c'est pas celle d'OpenAI qui est beaucoup plus pragmatique, hein, c'est plutôt orienté entreprise du coup. Donc premier niveau, c'est les agents conversationnels, c'était GPT 3.5, GPT 4, Claude, Meta, Llama 3.1 actuellement. C'est ce qu'on a aujourd'hui et qu'on utilise couramment. Le niveau 2, donc, c'est O1, ce sont les agents capables de raisonner. Et effectivement, c'est une vraie percée. Mais le souci, c'est le coût derrière, hein, et l'utilité de ces raisonnements dans la vie réelle. Mais on y est, voilà. Ou en tout cas, OpenAI a montré le chemin, et je pense que d'autres vont arriver derrière. Il y a déjà plusieurs projets open source qui commencent à répliquer ce qu'a fait OpenAI. Je dis bien qu'ils commencent. Je vous montre ça, par exemple, ici, là, sur Hugging Face, repository open source au sujet des IA. Voilà, on a, par exemple, ce dataset qui est apparu, qui est utilisé pour faire du fine-tuning afin d'expliquer à l'IA comment raisonner. Donc là, ils ont déjà 30 000 cas d'exemples et ça va forcément augmenter avec le temps. Je ne sais pas exactement la qualité de ce dataset, mais c'est pour dire que les IA open source, elles vont suivre inévitablement derrière. Et tant mieux, hein. Mais bon, bref. Donc, le niveau raisonnement, on y est. Maintenant, le niveau 3, ce sont les agents. Alors j'ai été un petit peu étonné de ce niveau 3 parce que je m'attendais plutôt à les IA qui apprennent par elles-mêmes. Mais après réflexion, je me suis dit, ben non, en fait, c'est plus logique, vous allez comprendre pourquoi, de passer d'abord par les agents. Le niveau 4, c'est quand les IA seront capables d'innover. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que les raisonneurs sont déjà capables d'innover. Non, c'est pas vraiment le cas. O1, aujourd'hui, ne va pas faire, a priori, hein, si je comprends bien tout ça, ne va pas faire de grosses découvertes scientifiques. Pourquoi? Justement parce qu'il n'est pas capable d'innovation. Mais par contre, il est capable de nous montrer les trous dans nos raisonnements. Il est capable de faire des liens dans des domaines que nous n'avons pas déjà fait, puisqu'il a accès à une connaissance infiniment plus vaste que celle des humains. Il peut mettre en relation des domaines que les gens n'auraient pas pensé à faire. Donc, si vous voulez, oui, il y a une petite capacité d'innovation à ce niveau-là, mais ce n'est pas de la vraie innovation. C'est plus de combler des trous de ce que nous n'avons pas réussi à voir avec ce qu'on pourrait déjà faire. Et ensuite, le dernier niveau, donc, c'est le niveau des organisateurs, c'est pouvoir gérer une entreprise directement. Donc, vous avez une idée, vous mettez 3 lignes, et l'IA est capable de prendre tout en charge derrière. Et il faut pour ça passer par les étapes qui précèdent. Alors maintenant, on va regarder cette histoire de niveau 3. Je suis tombé sur un papier qui explique ça. Mais je précise avant que je suis allé vérifier, effectivement, un des chefs, un des directeurs de l'IA chez OpenAI est en train de chercher des ingénieurs pour son équipe et il explique lui-même que les agents multiples vont être le chemin vers des IA qui raisonnent mieux. Et pourquoi? C'est ce qu'on va voir maintenant avec ce fameux papier dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui a été écrit en 2019, donc il y a 5 ans à peu près, hein, presque jour pour jour. Et c'est quoi cette histoire? Pourquoi l'étape suivante, ce sont les interactions multi-agents? Eh bien en fait, le problème qu'ont les IA aujourd'hui, c'est la fiabilité. Ce n'est pas juste GPT-4 qui hallucine, c'est aussi O1 qui hallucine, qui peut halluciner dans ses raisonnements. Il y a des exemples qui traînent sur Internet. Mais on a aussi ce problème avec les IA, par exemple,
des Tesla qui conduisent. La grosse difficulté qu'on rencontre avec toutes les IA aujourd'hui, c'est que si on les fait tourner pendant un long moment, ou si elles se retrouvent dans des situations imprévues, elles ont des comportements complètement erratiques. C'est vrai pour les générateurs de vidéos, aujourd'hui ils sont capables de générer des petites séquences de 2 à 3 secondes, mais après ça devient du gros n'importe quoi. C'est vrai avec les Tesla, à un moment donné il y a une Tesla qui se fait tamponner et elle perd complètement la boule après, et provoque un grave accident parce que c'était pas prévu qu'elle se retrouve dans cette situation. C'est pareil avec GPT-4, c'est pareil avec OM. Donc la question derrière, c'est la fiabilité. En fait, comment s'assurer que les IA restent dans un certain cadre? Ben en fait, c'est de les mettre en concurrence les unes les autres. Et là, ils ont fait jouer les IA à cache-cache. Ça a l'air de rien, dit comme ça, mais l'idée, donc, c'est que vous avez l'équipe bleue qui doit se cacher de l'équipe rouge. Pour ça, il y a des obstacles et des choses qu'elles peuvent bouger. Donc là, on voit, pour l'instant, elles bougent aléatoirement. Maintenant, on voit que là, l'équipe rouge apprend à chasser l'équipe bleue. Donc au début, l'équipe bleue, elle ne sait pas se cacher. Donc elle se fait vite repérer par l'équipe rouge. Ensuite, l'étape d'après, l'équipe bleue apprend à bloquer les portes. Donc toujours là, dans ces petites démos, il y a un petit temps pendant lequel les IA rouges sont immobilisées pour que les autres puissent agir préventivement. Sinon, effectivement, elles n'ont pas beaucoup de chance de réussir. Bon, c'est comme le jeu de cache-cache auquel on a joué quand on était gosse, quoi. Étape suivante, les rouges découvrent qu'ils peuvent sauter les murs grâce à un tremplin. Alors là, c'est un petit monde simulé avec des lois de la physique qui sont établies, qui sont préétablies, et c'est à elles de trouver toutes seules. Donc là, elles apprennent comment contrer le contre de l'équipe bleue. Et l'équipe bleue, une fois qu'elle a pigé ça, elle se débrouille pour que la rampe ne soit plus accessible. L'étape d'après, c'est que l'équipe bleue apprend à se coordonner pour faire les actions à faire dans l'ordre. Et on voit comme ça qu'il y a des comportements émergents qui apparaissent, qui sont de plus en plus complexes. Et ensuite, il suffit de complexifier l'environnement pour qu'elles deviennent de plus en plus sophistiquées. Donc ça, c'est les mêmes étapes. On retrouve là, au début, c'est des déplacements aléatoires. Ensuite, les rouges apprennent à chasser les bleus. Puis les bleus apprennent à construire un abri. Donc dans les premières versions, c'était juste on peut déplacer des blocs. Il y a des murs qui préexistent. Là, ici, c'est plus complexe. Et on voit ici qu'ils apprennent à se cacher dans un petit enclos. Bon, on retrouve après les étapes qu'on a vues précédemment. Ils apprennent qu'ils ont les rampes et qu'ils peuvent se déplacer avec pour franchir les barrières. Donc l'étape d'après, c'est que les bleus apprennent à bloquer les rampes et à se cacher, bon, etc. etc. Hein. C'est très visuel, très interactif. C'est super de voir ces IA apprendre par elles-mêmes. Et en fait, cette méthode-là, adversariale, ce genre de petit jeu de cache-cache permet finalement d'obtenir une stabilité qu'on ne pourrait pas avoir autrement. C'est vraiment écrit dans le papier. Ils ont essayé de créer des agents avec une motivation intrinsèque et ça ne fonctionne pas. Alors que la compétition multi-agents parvient justement à aller beaucoup plus loin. Donc comme nous pouvons le constater, les agents entraînés au cache-cache ont des comportements humains, ont des comportements beaucoup plus interprétables par les humains. On reconnaît ce que nous-mêmes nous faisons. Et puis surtout, ça s'adapte à des situations de plus en plus complexes. Donc voilà la clé qui va permettre de passer à l'étape suivante, des agents beaucoup plus fiables, et donc qui vont produire des raisonnements plus fiables grâce à ce genre de technique, qui va pouvoir être généralisé à de nombreux domaines. Alors je termine par cette petite conclusion du papier, les comportements surprenants qu'ils ont observés. C'est-à-dire que le monde dans lequel les IA jouent est un monde avec une physique simulée, mais qui est ce qu'elle est. Et finalement, les IA qui sont dedans ont découvert des comportements que les programmeurs n'avaient pas anticipés. Donc une des premières choses qu'ils ont vues, c'était que les IA rouges pouvaient surfer sur des petits blocs comme ça, et pour faire en sorte que peu importe où se cachaient les bleus, en fait, ils arrivaient à les découvrir. Et ça, c'était pas vraiment prévu comme comportement. Un autre comportement qu'ils ont vu, c'est les bleus qui couraient indéfiniment pour ne jamais être repérés par les rouges. Un autre comportement, c'est que ceux qui se cachent ont trouvé une faille pour éjecter les rampes du monde virtuel dans lequel ils sont. Et enfin, un dernier comportement, c'est que certains ont utilisé, comme vous le voyez là, la rampe pour faire des sauts, justement, pour aller franchir des obstacles
qu'ils ne pourraient pas franchir autrement. Bon voilà, ça montre aussi ce qui peut se passer avec les IA, même entraînées comme ça, elles peuvent quand même finir par déraper dans le sens, ou en tout cas échapper à notre contrôle. Ça, c'est typiquement la version réaliste de ce que craignait Nick Bostrom dans son livre sur la superintelligence. Et effectivement, c'est ce qui fait qu'elles seront difficiles à contrôler à partir d'un moment. Donc il va falloir bien travailler sur la partie alignement, mais en même temps, on ne peut pas le faire de manière préemptive, parce que c'est en observant ce qu'elles vont faire, les solutions qu'elles vont trouver, auxquelles nous-mêmes ne va pas penser, puisqu'elles vont finir par être plus intelligentes que nous, qu'on pourra arriver à résoudre cette question-là. Et toujours est-il que c'est ça qui va permettre de franchir un cap de fiabilité, et je ne sais pas trop comment ça sera marketé, tout ça, mais ça va entretenir la hype, exactement comme O1 vient de le faire, comme Sora l'avait fait avant, comme le mode de voix avancé le fait en ce moment même. Il vient d'être déployé aux États-Unis, mais pas en Europe, à cause de l'IA Act. Donc là, on est en train de se faire tiers-mondiser en Europe, hein. Je le dis en passant. Et donc pourquoi c'est important cette histoire de fiabilité? Parce que c'est ça qui va permettre après d'avoir de l'apprentissage automatique et de passer aux étapes suivantes. Cette histoire des IA qui divergent dans le temps, c'est fondamental à résoudre. Et visiblement, chez OpenAI, ils ont la clé. Donc comment ça va se manifester? Peut-être dans la possibilité d'avoir des projets à long terme ou des vidéos longues qui seront générées, ou je ne sais quoi exactement. C'est pas évident à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va servir à dire, ne vous inquiétez pas, on progresse vers l'AGI, continuez à nous financer. Parce que oui, derrière, vous avez compris que s'il faut faire tourner en continu des armées d'IA pour améliorer les performances, le coût de la fiabilité va être astronomique. Donc tout l'enjeu est là. D'un côté, avec la technologie actuelle, ça va nous demander des puissances de calcul absolument colossales. D'où tous les investissements qu'on voit, Microsoft, Elon Musk, Meta, l'État américain, l'État français, probablement en Chine aussi, même si je n'ai pas des nouvelles, qui investissent massivement dans des data centers. Et quand je vous l'ai dit, je l'ai esquissé très rapidement la dernière fois, il y a de nombreuses technologies qui sont explorées pour améliorer la puissance de calcul par unité d'énergie. Et d'une manière ou d'une autre, à partir du moment où les IA vont être capables de raisonner, voire d'être relativement plus autonomes grâce à cette agentivité, on va pouvoir les mettre à réfléchir sur des tâches. Comment fabriquer les processeurs du futur qui vont faire tourner les IA plus puissantes dont on aura besoin. C'est là où on va atteindre, où on va être extrêmement proche de la singularité. Donc, je ne sais pas, encore une fois, comment le timing de tout ça va évoluer. Est-ce qu'il va y avoir un moment, parce qu'il y a une bulle des IA aujourd'hui, ça part dans tous les sens, il y a plein de projets qui vont mourir, plein de startups qui vont mourir. Est-ce qu'à un moment donné, les investisseurs vont se dire, bon, stop, ça suffit? Est-ce que les États vont prendre le relais pour dire, ouais, mais non, on ne peut pas prendre le risque de ne pas être les premiers sur l'intelligence artificielle générale? Je ne sais pas, est-ce que l'IA générale va être l'apanage des États, ou est-ce qu'on va y avoir accès? Parce que vous avez bien compris que là, les coûts, pour l'instant, sont absolument prohibitifs, hein. Comment rentabiliser un investissement à 7000 milliards de dollars? C'est pas du tout évident. Sur le long terme, oui. Sur le long terme, ça va nous servir à gérer le réchauffement climatique, ça va nous servir à envoyer des robots dans l'espace, exploiter minièrement le système solaire. Donc oui, c'est sûr que sur le long terme, j'ai pas de doute que tout ça va progresser. Mais en fonction du temps qu'on va mettre à réduire les coûts de la puissance de calcul, on pourrait se retrouver avec un hiver des IA de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou peut-être qu'il n'y en aura pas. Ça, je ne sais pas. Mais au moins, je pense qu'avec cette vidéo, je vous ai donné les clés pour décoder ce qui va se passer dans les années à venir. Les indicateurs à surveiller pour voir comment tout ça va évoluer. Donc la fiabilité, qu'est-ce qu'on va atteindre comme niveau de fiabilité? Ça, c'est absolument essentiel. L'histoire des RAG que je vous ai raconté. Les cas d'usage qu'on va pouvoir trouver pour ces IA surpuissantes. Imaginez que vous avez un génie à la maison. Ok, très bien, mais qu'est-ce que vous allez lui demander exactement? Donc l'utilité réelle versus le coût d'exploitation. Finalement, l'équation se résume à ça. Et ce qui va faire bouger cette équation, c'est si on arrive à innover sur les puces, par exemple les puces optiques, ou les CMOS 3D, ou des innovations algorithmiques comme les CAN Network. Bon, je ne rentre pas dans les détails de ça, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est juste pour dire que des pistes, il y en a plein, hein. Il y a aussi la transfusion, donc la multimodalité qui pourrait débloquer des niveaux dans l'IA. Et évidemment, après, derrière, c'est comment vont réagir les acteurs
économiques et géopolitiques, notamment les États et les entreprises. Mais c'est pour toutes ces raisons que je pense, en tout cas pour l'instant, Sam Altman va continuer à entretenir l'engouement pour les IA, à continuer à faire des effets d'annonce. Par exemple, le mode voix avancée. Bon, c'est super hein, de pouvoir discuter avec l'IA, la tonalité qu'elle peut prendre, tout ça. Mais en vrai, si c'est pas fiable derrière, je veux dire, si elle n'est pas capable, par exemple, de repérer elle-même si elle a un problème avec l'utilisateur afin de pouvoir débrancher et appeler un humain derrière à la rescousse, ben en fait, elle ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que, pour l'instant, les IA n'ont pas été déployées dans les centres d'appel des entreprises pour remplacer les gens parce qu'elles ne sont pas assez fiables. C'est vraiment le cœur de tout, hein, la fiabilité. C'est aussi la fiabilité, ce qui fait que vous allez un jour donner ou non les rênes de votre comptabilité à votre IA. Donc ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça que cette histoire de multi-agents, qui est le chemin vers la fiabilité, c'est fondamental. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus. Mais la conclusion, en tout cas, puisque la hype va continuer, c'est que si hiver il y a, ce n'est pas pour tout de suite.